Une entreprise familiale, là, c'est ça. Tu le sens, hein, quand tu rentres dans un endroit puis que c'est une entreprise familiale, que c'est les gens de la famille qui sont là, que tu le vois. Je trouve que ça se ressent, oui. Non, mais je trouvais que c'était un beau fit là, pour... on n'avait rien de similaire à ça jusqu'à maintenant. Là. Ben, c'est pas comme si on en avait 700 non plus. Là. Mais tu vas me dire... on va me dire... Que j'ai écouté. Tu vas me dire, ouais, OK. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est unique. Puis c'est ce qu'on recherche, hein, beaucoup, les perspectives uniques de gens qui arrivent avec un bagage quelconque. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer Martha Shimoda, propriétaire du restaurant de Tokyo sur la rue Saint-Jean à Québec. Le Tokyo, ça part de mes parents. Mes deux parents qui ont ouvert ça en 1984. Premier restaurant de sushi à Québec. Pas le premier restaurant japonais. Il y avait le Kyoto. Donc, mon père était déjà gérant de ce restaurant-là. Okay. Kyoto sur Grande Allée. Directement, là, il connaissait les propriétaires. Mon père, il avait fait des études en France. Donc, en ayant comme une base en français, il a été approché par les propriétaires pour venir ouvrir le Kyoto sur Grande Allée à Québec. Fait que ça, on parle des années 76, 77. Fait que mon père, il était gérant là-bas. Puis, ma mère est arrivée au Québec en tant que réfugiée. La guerre du Vietnam, exactement. Ça, okay. Fait qu'elles autres sont arrivées, ma mère était jeune, puis ça a commencé comme ça, elle est allée demander pour travailler comme serveuse, mon père l'a engagée, fait qu'il y a une histoire d'amour qui est partie de là. Donc c'est ça, fait que les deux ont travaillé au Kyoto. OK. Quelques années plus tard, j'ai ma grand-mère qui était déjà en restauration. À l'époque, dans les débuts des années 70, il y a une dame qui a ouvert le restaurant La Paillote sur la rue Scott, qui est pas loin du Tokyo. C'est la rue parallèle. Nous autres, on est sur Saint-Jean, coin Clairefontaine. Fait que c'est l'autre coin de rue. Puis, elle a vendu à ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, elle a ouvert son restaurant La Paillote, des mets typiques vietnamiens, là, tout petit. Elle a fait vivre ces enfants-là, qui étaient déjà pas mal tous adultes, là, quand même, quand ils sont arrivés au Canada. Peut-être ados les 2-3 derniers, mais les autres étaient adultes. Elle a ouvert son restaurant vietnamien là-bas, puis il y a une de mes tantes qui a ouvert quelques portes plus loin sur Saint-Jean, le restaurant La Campagne. Donc, on est pas mal tous dans la restauration. Fait que ma tante qui a ouvert, elle, en 1983. Donc, nous autres, quand on a ouvert en 84, le restaurant, mes parents, ils ont ouvert ça tout seul. Mon père s'est improvisé serveur, ma mère s'est improvisée chef pour ouvrir le restaurant de sushi. C'est quand même assez audacieux, là, on s'entend dans ce temps-là. Vous étiez là. Dans les tout premiers, c'est sûr, à Québec? Sinon, le premier? Sushi, le premier. Le premier, hein? Le vraiment Okay. sushi à Québec. Okay, Fait qu'à l'époque, ben, c'était avec qu'est-ce qu'on avait. Fait qu'il n'y avait pas grand choix au menu. C'était vraiment un plat de sushi. De quelques morceaux, là, juste pour dire. Fait que quelqu'un pouvait commander le plat de sushi, mais je dirais qu'à l'inverse, il y avait plusieurs plats chauds qui étaient très populaires, les teriyaki, les sautés, puis les fameux nabemono, les soprapa. Quelques personnes, là, des connaisseurs, des gens qui avaient voyagé, là, qui essayaient là, une fois, peut-être de temps en temps, on sortait une assiette de sushi. Fait que c'était vraiment pour des gens qui avaient soit voyagé ou qui étaient vraiment audacieux, là. Mais c'était pas très populaire, on va se l'avouer, là. Ouais. Parce que quand tu parlais tantôt du Kyoto où ton père travaillait, le Kyoto, c'était japonais, mais c'était pas sushi du tout. Non, c'est ça, c'était takoyaki, fait que c'est la cuisine spectaculaire. Ouais, avec les le chefs, show de boucan là, devant ta table. Là, puis, okay. Oui, c'est ça, mais c'était vraiment populaire, là, c'est ça, exactement. Puis ça a quand même duré quelques années, là, oui, le Kyoto, même, là, il est resté longtemps. Donc, ça fait qu'en parallèle, quand mes parents ils ont ouvert ça, ils s'attendaient à rien, là. Il y avait rien, il n'y avait pas de budget ni rien. Ils ont ouvert un petit restaurant en se disant, bon, ben, on va essayer de faire notre affaire et tout. Puis la chance qu'ils ont eue, puis il était multifonction, là, mon père, maman, fait que c'était le réceptionniste, le serveur, l'homme de ménage, ma mère cuisinait, faisait la planche, elle faisait tout. Il était juste les deux. La chance qu'ils ont eue, c'est que, si je me trompe pas, là, à peu près un mois après l'ouverture, il y a eu un article dans le journal du Soleil
un monsieur qui a mentionné justement le Tokyo comme étant le nouveau restaurant sushi où ce qu'on pouvait manger vraiment des sushis à un mets authentique. Puis il y a une file. Depuis ce jour-là, il y a eu des line-up dehors, puis ça a comme explosé. De là, ma mère, elle a engagé ses frères. Bon, il a fallu que mon père engage une serveuse québécoise qui parlait français parce que, honnêtement, mon père, il parlait pas assez bien. Donc, on a demandé du renfort. Ça a quand même été rapide, là, je dirais, des débuts des années 90. Là, on a acheté l'autre bâtisse à côté pour pouvoir doubler de superficie. Puis après ça, je dirais qu'à milieu des années 90, là, vers 96, quand j'ai terminé mon secondaire, c'est là qu'il y a eu comme une espèce de boom. Les sushis sont devenus à la mode, là, comme on connaît aujourd'hui. Là, c'est ça. Là, il y en a partout maintenant, c'est fou. Il y en a des partout. Épiceries, des comptoirs, plein. Exactement. T'sais, autant qu'avant, c'était comme quelque chose de vraiment spécial. Il fallait connaître ça. Je vous dirais que même au début, là, s'il y avait une table qui me commandait 1 ou 2 assiettes, c'était wow. Par soir, c'était pas tant populaire, là, puis je pouvais passer du temps là, juste à expliquer c'était quoi le concept, c'était quoi, puis je prenais le temps d'expliquer aux gens que c'était du poisson cru servi sur un riz mariné, leur apprendre un peu le concept. Puis j'arrivais, puis quand ils voyaient le poisson cru, ils me disaient que c'était épouvantable, fait qu'ils me demandaient de griller le poisson, de retourner l'assiette pour cuire les poissons. Fait que j'ai vécu ça. Essayer de décrire, là, tu sais, quasiment dessiner, là, pour leur dire les gens que, tu sais, ça, c'est un nigiri, sashimi, il n'y a pas de riz, les makis, c'est roulé avec l'algue, comment manger le wasabi et tout ça. Puis, des fois, je fais passer beaucoup de temps, tandis que maintenant, à l'inverse, j'ai même pas le temps d'arriver, puis les gens me le disent en japonais, sous toutes leurs formes. Les enfants connaissent les noms. Maintenant, tout le monde est rendu connaisseur. C'est beau. C'est fun de voir ça. C'est vraiment amusant. Ouais. Tu parles de ton père, je me souviens, parce qu'évidemment, pour ceux qui nous écoutent, on se connaît quand même depuis longtemps, Martha. Oui, Là, je suis quand même un client de longue date là, du restaurant. Puis, au moment où les sushis commençaient, comme tu disais tantôt, puis je me souviens de ton père, c'est vrai qu'il me semble qu'il était tout le temps là. Il était tout le temps là. Tout le temps. Puis il est encore pas loin. Il est encore pas loin, effectivement. C'est ça. Loin. On le voit de temps en temps encore au restaurant. Des fois, il vient faire son petit tour. Puis... Ah oui, c'est sa vie. C'est toute sa vie, le restaurant. Il a beaucoup donné. Puis je pense un peu la marque de commerce du restaurant, c'est un peu son ADN, son empreinte. Là. Toute sa sagesse, Mon père a jamais manqué de travail. Lui, le travail, c'était la priorité, là, tu sais, matin au soir. C'est jusqu'à tout récemment qu'on est fermé les lundis parce que sinon, c'était 7/7, midi et soir. Vaillant, là, comme ça se peut pas. Tu sais, il a élevé 6 enfants, là, puis on n'a jamais manqué de rien, puis il a toujours travaillé. Écoute, je suis curieux de t'entendre un peu là-dessus. Tu sais, tu disais 84, fait que si je compte vite, ça fait 36-37 ans que le restaurant est ouvert. 37 ans le 14 juin. Ouais. 14 juin. Ouais. Fait qu'il y en a eu des gens qui sont passés, des clients, mais aussi des employés, beaucoup. Au fil des années. Ouais. Fait que j'aimerais ça savoir, puis on en parlait un petit peu tantôt en coulisses avant de commencer l'enregistrement, mais tu dis, on parlait du marché qui avait peut-être changé un petit peu aujourd'hui là, par rapport à la rareté de ressources. Là. Ouais. Je dirais, mettons, toi, aujourd'hui, comment tu t'y prends là, quand... Là, je sais que vous avez des projets spéciaux là, dans votre restaurant. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. Mais comment tu t'y prends quand tu as besoin de nouveaux personnels présentement, là, que ce soit pour ton nouveau projet ou présentement, là, un nouveau sushi chef, des nouveaux serveurs, serveuses? C'est quoi, bouche à oreille, des annonces? Comment tu fonctionnes? Longtemps, on a été bouche à oreille parce que ça fonctionnait bien. Puis on était capable quand même, je dirais qu'on a gardé plusieurs chefs quand même assez longtemps, dont 2 que ça fait une vingtaine d'années qui sont encore là. 22 ans, je dirais, 2 chefs. Ouais, 2 chefs exécutifs. On est très contente qu'ils fassent partie de notre équipe. C'est sûr que ça a évolué, tu sais, au niveau du service, ça, c'est sûr, ça, c'est quelque chose c'est inévitable, là. Tu sais, c'est plus des jobs d'étudiants ou des jobs, ça passe beaucoup. Mais pour ce qui est des cuisiniers, ça a été longtemps bouche à oreille, mais là, maintenant, longtemps, on a engagé beaucoup des personnes asiatiques, là, justement parce que notre chef exécutif dans la cuisine, c'est pour la langue aussi. Au niveau du sushi bar, ça a été souvent plus mixé, là, je dirais, là, autant quand je dis asiatique, là, ça peut être cambodgien, vietnamien. On a eu quelques japonais aussi, puis on a des chefs d'ici, des Québécois, puis ça va super bien. Moi, je dirais que présentement, on le vit.
c'est difficile de trouver des chefs, des cuisiniers surtout. Donc, on s'en va vraiment là, vers les réseaux sociaux. On doit demander... en fait, quand je dis on demande, on fait toujours quand même le tour des chefs qu'on a présentement, de la famille aussi, des gens par référencement et tout ça, mais on n'a pas le choix. Là, soit qu'on demande, on fait vraiment une annonce là, pour demander des chefs d'expérience. C'est quelque chose qu'on essaye d'avoir un minimum quand même. Mais comme c'est plus rare, là, il y a quelques cas, là, je dirais, depuis les dernières années on a vraiment parti des chefs là, de zéro, là, qui n'avaient aucune expérience et tout ça. Puis ça va bien aussi parce qu'en même temps, ils partent à zéro, donc ils partent vraiment selon notre méthode à nous puis notre façon de travailler. Ça a son avantage aussi, mais c'est sûr que ça prend plus de temps pour acquérir soit la vitesse ou acquérir toutes les recettes et de savoir comment vraiment rôder le bar, devenir plus autonome. Fait que ça demande plus de temps, mais en même temps, on le façonne à notre façon. Tandis qu'on peut demander des chefs d'expérience, ils peuvent arriver avec leur background, ça peut apporter souvent un plus aussi à l'entreprise, ça apporte une autre vision des choses, puis ça donne aussi la chance justement de partager les expériences. Donc, on peut mixer ça aussi, mais comme là, présentement, je suis en recrutement, fait que je vous dis que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Fait que t'as peut-être pas tant de choix que ça quand c'est le temps de... J'ai pas tant de choix, exactement. Fait que tu vas baser ton choix sur quoi à ce moment-là, la sélection? Mettons que t'en as un petit peu de choix. Le minimum, premier là. critère, là, c'est sûr, là, c'est du long terme. Fait que, tu sais, c'est sûr, si il y a quelqu'un qui arrive qui est étudiant qui me dit, ben, je peux te donner du temps partiel, mais juste pour les 6 prochains mois, ben, c'est sûr que c'est plus difficile parce que, comme vous savez, c'est long de former quelqu'un avant que la personne elle atteigne vraiment, tu sais, la bonne vitesse ou, tu sais, vraiment l'expérience qu'on a de besoin. Puis là, c'est toujours à recommencer, ben, c'est plus, c'est difficile aussi pour l'équipe, là, tu sais, quand t'as une équipe qui est consolidée, ben là, ça va bien, tu sais, ils travaillent ensemble, puis il y a vraiment des mix, hein, qui sont, c'est plus facile de travailler ensemble. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit gérer aussi, tu sais, il y a tout, hein, il y a l'expérience, il y a les personnalités, il y a la disponibilité et tout, tu sais. Fait que c'est un peu un casse-tête de tout mettre ça ensemble pour que ça fitte. Fait qu'aussitôt qu'il y en a un qui part ou que c'est ça change un peu. Avez-vous des fois des discussions, mettons, justement, avec ton père ou avec ta mère sur ce phénomène de pénurie de main-d'œuvre-là? Parce que eux, comme tu dis, ils l'ont pas nécessairement vécu. Fait que, Ils sont découragés pour moi. Comment ils perçoivent ça, ouais? Eux autres, ils comprennent là, que justement que c'est une grosse game puis que ça peut... Parce que je dirais que c'est pas la charge de travail qui est lourde. Parce que j'aime ce que je fais. On a la chance d'avoir une super de belle clientèle fidèle. Donc, le restaurant va bien. Donc, ça, c'est pas un problème. Au niveau de la gestion et tout, exemple du stock, de la fourniture, tu sais, c'est quand même assez stable. Ça, il n'y a pas de problème. Avant, on avait de la difficulté à s'approvisionner ou, tu sais, il fallait vraiment comme aller à Montréal, dans le quartier chinois, chercher du stock. Maintenant, tout le monde livre à tous les jours. C'est plus comme avant, une fois par semaine. Ou maintenant, il y a tellement de compagnies, on a beaucoup de services et tout. Fait que tout ce côté-là, ça va bien. Ce qui est le plus dur, c'est vraiment la gestion du personnel. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup plus qu'avant. Oui, beaucoup plus, ouais. Parce que je suis pas sûr si historiquement ils ont connu une pénurie comme ça. T'sais. Oui, j'imagine qu'il y a des vagues dans l'histoire par moment, mais ça me semble assez unique. Là. Fait que pour ça, j'étais curieux d'entendre comment ils perçoivent ça, parce que c'est assez spécial. Là. Parce que je dirais qu'avant, mes parents, moi, en tout cas, de ce que je me souviens depuis que je suis jeune, que je suis au restaurant puis je vois mes parents de ça. Puis quand les gens quittaient, c'était vraiment après quelques années, là. Mais tu sais que je dis quelques années, les gens restaient là des 4, des 5, des 6 ans. Puis s'ils quittaient, c'était vraiment des raisons, exemple, il déménage ou retourne dans son pays, prend sa retraite. Tu sais, c'est des raisons qui font que les gens arrêtaient juste de travailler ou les gens étaient plus disponibles ici. Mais maintenant, c'est ça. Les gens peuvent travailler. Souvent, ils ont 2 employés ou c'est du temps partiel, beaucoup de temps partiel. C'est ça. Puis c'est de tout consolider ça, le temps partiel et tout, là, la disponibilité des gens. Puis c'est beaucoup difficile. Puis c'est dur de maintenir la qualité puis la stabilité quand que l'équipe ça bouge comme ça. Ouais. La stabilité, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que oui, ça, je trouve ça dur, là, présentement. Je le vis. C'est sûr que la dernière année, on n'a pas eu de salle à manger.
Fait que je vous dirais que ça l'a réglé beaucoup de choses. Parce qu'à la fin, j'étais rendue dans les cuisines. Mais c'est pas vraiment mon poste. Et que, puis le samedi, faire la vaisselle parce que t'as pas de plongeur et que c'est arrivé. Ouais. Fait que je vous dirais qu'on a vécu des choses assez spéciales les dernières années que l'année de pandémie, qui est une année assez spéciale qu'on a vécue, qu'on a dû revoir notre modèle d'affaires, de continuer à survivre sans la salle à manger. Donc, je dirais peut-être 1/3 de notre staff. Ça l'a changé beaucoup. Puis je me suis rendu compte que oui, c'est ça le plus dur, c'est de gérer vraiment tout le personnel. C'est pas de gérer le personnel dans le sens personnellement les gens, c'est vraiment d'avoir toujours ton équipe prête. Pas de manque à nulle part, là. Les dernières années, là, il manquait toujours quelqu'un. Il manquait toujours quelque chose, c'est ça. Oh boy. Fait, j'ai vu des chefs devenir plongeurs, un plongeur devenir suiteur, tu sais, vraiment de changer de fonction. Fait que de plus en plus, il faut aller chercher des gens qui sont justement multifonctions pour être capable justement d'aller backer des fois des... C'est peut-être le côté positif de tout ça, hein? C'est ça, de sortir de notre zone puis de dire, bon, ben regarde, ce soir, j'ai besoin de toi, mais tu vas venir avec moi dans la cuisine parce que c'est ça, j'ai un manque dans la cuisine. Faut sortir. C'est arrivé, c'est ça. Puis je serais curieux de savoir, Martha, quand on parlait un petit peu de sélection personnelle tantôt, puis de la façon d'embaucher, quand tu trouves, mettons, tu as différents postes, mais mettons quelqu'un qui travaille au sushi bar, là, un sushi man, sushi woman, sushi man. Quand il arrive chez vous, comment ça se passe? Comment vous l'accueillez dans le fond? Est-ce que tu as comme une espèce de formation Tokyo 101? Mettons quelqu'un qui arrive et qui n'a pas beaucoup d'expérience, parce que je comprends que des fois, les expériences peuvent être variées. Comment ça se passe la première journée chez vous? On va toujours s'arranger pour que la personne elle soit avec une personne d'expérience, ça c'est sûr. Fait qu'on a toujours pas mal la même employée ou le même employé qui va donner, exemple, la formation. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que la personne va venir, va vraiment faire de l'observation, c'est vraiment se mettre à côté d'une personne d'expérience pour voir vraiment la technique de travail, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, pour être au sushi, c'est vraiment, faut que tu expérimentes, il faut que tu touches, faut que tu essayes. C'est la seule façon vraiment d'apprendre. Les sushis, c'est très esthétique. Fait que puis il n'y a pas de secret. C'est pas vrai que tu vas devenir un bon rouleur en une journée. Fait que c'est vraiment d'observer, de manipuler. En 25 ans, moi, ça. Moi, j'en fais même pas. Mais moi, je suis pas capable. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment que la personne prenne le temps vraiment d'observer. Ça, c'est la première chose. Fait que c'est plus long monter une personne qui n'a pas d'expérience pour lui apprendre à travailler. Ça va prendre vraiment quelques semaines. Puis comme le dit tous mes nouveaux qui sont rentrés dernièrement, parce que je leur dis, pour toi, qu'est-ce qui a été constructif? Qu'est-ce qui a été pertinent? Exemple, je dis, il y a quelqu'un qui rentre la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu retiens? Puis je demande aux derniers qui sont rentrés pour leur dire, qu'est-ce qui a fait que tu t'as débloqué ou qui t'a vraiment aidé parce que ceux qui ont trop d'expérience, c'est comme nous, les conducteurs, exemple. On a tellement de mauvais plis ou d'habitudes que si on avait à donner un cours de conduite à quelqu'un, on serait peut-être pas la meilleure référence dans le sens que on a tellement de réflexes qui sont pas nécessairement bonnes pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience de conduite. Vous me suivez? Fait que c'est pour ça que je repars toujours, je dis toujours aux sushimen, on a un nouveau exemple qui rentre. Tu vas commencer avec parce que toi, tu vas lui donner la base de ton expérience. Mais je veux que après, tu t'en viennes avec une des dernières personnes qui a commencé pour être capable de lui dire, écoute, moi, là, ça, là, quand j'ai commencé à avoir cette technique-là, ou quand j'ai appris ça, c'est là que ça a débloqué. Ou quand j'ai compris que, exemple, les maquis renversés, c'est mieux de prendre ce type de tapis-là ou ce type de, de la façon, il va avoir comme plus une expérience moins, comme acquise, là, plus facile à conseiller, peut-être, dans le contexte de votre restaurant aussi. Exactement, puis de trouver vraiment la façon qui a fait que lui, ça l'a débloqué, parce que c'est comme dans tout, hein. À un moment donné, c'est comme tu pognes la twist, là, comme on dit, fait que c'est comme un déclic qui se fait, fait que c'est cette expérience-là qui peut être bonne aussi, qui peut être plus efficace pour une personne qui a jamais roulé.
Oui, puis j'imagine que parce que dans votre domaine, j'ai aimé beaucoup tantôt quand tu disais que c'était esthétique. Là. Il y a presque une signature à ce que vous faites dans le fond. C'est la constance. C'est ça, j'allais dire. Constance. Ça prend ça. Là. Parce que oui, des sushis, c'est bon, mais il faut que ça soit bon aussi pour les yeux. Puis il faut vraiment que tu aies envie d'en manger. Puis quand tu regardes, puis juste si ça a de l'air bon, ça va déjà être meilleur. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Puis l'image est importante. Puis ça, c'est quelque chose qu'on la travaille parce qu'on n'est pas parfait non plus. On travaille ça parce qu'avant, on faisait 0 take-out. Là, on fait 100% de take-out. Donc, il a fallu qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte. Et encore, les sushis sont beaux quand on les met dans la boîte, mais quand ils arrivent à la maison, est-ce qu'ils sont aussi beaux? Tu sais, fait que ça, c'est deux choses. C'est qu'on essaie de travailler là-dessus, de mettre l'accent là-dessus, puis de le dire à nos chefs aussi, tu sais, de la façon qu'ils montent leur boîte, que ce soit esthétique, mais qu'en même temps, il faut que ça reste beau aussi. Puis d'ailleurs, on essaie de travailler l'image aussi parce que on double notre cuisine de production, c'est ce qui s'en vient. Donc, pour pouvoir faire plus de production, donc pour ça, il va falloir qu'on va essayer de s'ajuster plus au niveau de notre logo, justement, là, pour mettre plus l'accent sur nos boîtes. Le côté signature. Le côté signature, pour l'exclusivité un peu aussi. On regarde nos menus. C'est sûr que nous autres, le Tokyo, si c'était encore mon père qui le gérait, il laisserait le menu tel quel. Quand je dis le menu tel quel, c'est vraiment les poissons crus, comme à la japonaise. Tu vas manger au Japon, c'est ce que tu as dans ton assiette. Par contre, il y a quelques années, il a fallu qu'on s'adapte un peu. Exemple, il a fallu mettre des maquis qui n'existe pas au Japon. Je peux prendre l'exemple de quelque chose qui est très populaire, les makis frits, que les gens aiment beaucoup. Ça n'existe pas au Japon, tout simplement. C'est beaucoup plus américain. Hein? C'est ça, tous les makis, c'est américain. Hein? C'est très américain, exactement. Ouais. Au Japon, c'est plus des osomaki, donc c'est un ingrédient. Donc, exemple, juste un maki au thon, le tekamaki qui est vraiment la base. Donc, ici, les makis là, sont vraiment beaucoup plus gros, puis sont beaucoup plus garnis. Puis là, maintenant, il y a toutes sortes. Hein. Tu peux avoir de la viande, tu peux avoir des fruits. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Nous autres, c'est sûr qu'on essaie de garder quand même l'authenticité, le traditionnel du Japon, mais on doit s'adapter. Puis ton père, es-tu d'accord avec ça? Mon père, je vous dirais, depuis quand j'ai dit qu'il fallait mettre le maki frit au menu, quand il a vu le maki frit, il m'a dit mais non, ça existe pas. Puis il en revenait pas. Il me disait non, ça se peut pas, ça existe pas. Puis lui, quand ça existe pas, ça se peut pas. Hein? Fait que et ça, je dis oui, mais c'est comme ça maintenant. Puis quand il a vu qu'effectivement, c'est nos makis les très 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 populaires là. Il a compris que oui, on est rendu là, puis c'est correct. Oui, il comprend. Il a eu son choc au début, mais là, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut le surprendre. Là. Tantôt, tu parles un peu de la formation, dans le fond, quand les gens arrivaient chez vous, mettons, la première journée. Il y a comme un entraînement. Tu dis, ils sont comme pairés avec quelqu'un peut-être un peu plus d'expérience, en tout cas, déjà qui connaît un peu plus votre restaurant. J'imagine que tout ça se fait live dans la vraie vie. Là. Ça se fait live dans la vraie vie. Tu n'as pas une salle de formation au deuxième étage du Tokyo. Là. Je veux dire, c'est go sushi bar, puis go, on en fait. On se pratique pas, on fait de la c'est du live. Puis c'est drôle, là, parce que de ce que j'ai entendu, justement, les dernières personnes... parce que j'ai engagé beaucoup plus que mon père, je pense, les 30 ans qu'il a tenu le Tokyo, les dernières années. Puis les jeunes, ce qu'ils me disaient, parce que c'est vraiment des jeunes maintenant, puis ils me disent tout, moi, c'est ça, c'est après un samedi de fou, j'ai tout compris. C'est là que ça a débloqué. C'est vraiment dans l'action. C'est vraiment dans l'action, puis... faut être très, très concentré quand tu fais des sushis. Là. C'est pas comme dans une cuisine chaude où ce que tout le monde s'écrit puis se parle de ça. Là, au bar, c'est silence, puis c'est concentré, puis c'est avec les yeux, c'est avec les mains. C'est de la constance, beaucoup. Puis moi, c'est ça. Ce qui m'est revenu, c'est il n'y a pas mieux qu'un samedi parce que souvent, quand on se parle entre nous, on dit, bon, tu penses qu'il est prêt? Tu sais, on parle d'un tel, quelqu'un qui vient de commencer, puis on dit, oui, je pense que le prochain samedi, tu le mets, puis ça va être correct. Fait que c'est comme notre go à nous. Tu lui donnes un samedi, puis il va être correct après. Baptême par le feu. Exactement. Mais c'est vraiment ça. Puis c'est là aussi que tu vois aussi la capacité
Ouais. Parce que c'est comme... il y a deux types. Je dirais qu'il y en a qui sont très, très vite et très efficaces, mais le final, l'esthétique est un petit peu... Mais tandis que tu as quelqu'un qui est très, très clean, là, vraiment, là, tu sais, au quart de tour, tu sais, le concombre est droit, le saumon est droit, tu sais, tout est clean, Ils ont clean, toutes la clean. même face, là. Ils ont toutes la même face. Tu sais, c'est comme... c'est parfait, mais c'est ça, il n'y a pas la vitesse. Mais à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Est-ce que ça l'aide dans la formation de justement que la salle à manger soit fermée? Parce que j'imagine que pour quelqu'un de commencer dans le bar, alors qu'il y a des clients, parce qu'il y a des clients au bar. chaud. C'est ça, là, tu sais, t'es comme un auditoire, là. C'est parce Exactement. parce que moi, c'est sûr que je vais dans un comptoir comme ça, c'est Ouais. sûr que je regarde ce qui se passe. Puis t'en as toujours C'est un ça. au bar qui dit haut et fort que ça fait 20 ans qu'il vient toutes les semaines, là. C'est genre, sûr. m'offre pas mon assiette, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai. Puis qui dit salut Martha, puis non, il la connaît. Ouais, c'est vrai que ça doit être... c'est sûr que ça change la Ça peut être game. intimidant, c'est sûr. Oui, puis tu sais, effectivement, à Tokyo, il y a beaucoup de clients qui viennent depuis des années, qui ont leurs habitudes. Tu sais, telle personne, là, et tu lui coupes en 4 morceaux. Lui, il veut ça de telle façon. Puis... Le concombre, il y a 3 mm, pas Ouais, 3,5, trop, 3 c'est ça, mm. pas trop. Sinon, il le retourne. Ouais, c'est ça. Ouais, puis... Mais, ouais, je pourrais dire que oui, ça change la donne, là, justement, de pas être devant l'auditoire, comme vous dites, là. Mais c'est comme dans tout, ça dépend des personnalités. Il y en a que, justement, ils vont très bien fonctionner devant l'auditoire parce qu'ils vont se dire, hey, là, je donne mon maximum. Fait que, c'est ça, travailler avec des humains, là, travailler avec beaucoup de personnalités différentes, t'apprends, puis je pense que tout le monde fonctionne différemment, puis il y en a que ça va faire sortir leur meilleur d'avoir des gens justement devant eux, puis il y en a que ça va être beaucoup plus stressant, fait que malheureusement, ils seront pas capables d'aller à leur plein potentiel parce que le stress et tout ça. Par contre, il y en a qui sont capables de bien fonctionner. Fait que c'est vraiment une question de personnalité, mais c'est vrai quand tu commences en n'ayant pas l'auditoire au début, là, ça doit être plus facilitant aussi, j'imagine. Ouais. C'est plus bruyant quand le restaurant il est plein aussi. Ouais. Là. Oui, puis quand tu as des yeux qui attendent et qui te regardent, Qui ont faim, ouais, et c'est ça. tu le sens là, qui ont faim. Là. Ou Ouais, le c'est pire, là, c'est ça. Des fois, t'as pas besoin de parler. Hein, tu le vois dans les yeux, là, tu fais oups. Le non-verbal est très, moi, je trouve très que sonore. ça des peut fois. être assassin des fois. C'est clair. Les clients connaissent ce menu, c'est ça que je dis, c'est fascinant. Les gens, c'est tous des connaisseurs. Fait que maintenant, des fois, tu te fais prendre, ils sont comme, bon, ben, t'as-tu un tel poisson? Puis là, tu es comme, oh, ben, je savais pas qu'il existait. Tu t'en vas Je vais prendre le numéro 53. c'est C'est quoi dans ça? Les clients ont leur liste, mais il y a l'avantage, c'est ça, c'est que les clients connaissent bien le menu. Donc, souvent, tu arrives, puis oui, on est prêt pour commander. Donc, C'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que tu sais, dans le fond, j'ai travaillé un petit peu dans la restauration, puis ce que je trouvais, c'est que les gens, dans le small talk, ils vont parler de météo puis de ce qu'ils ont mangé. Dans la vie, c'est beaucoup ça. Puis les gens ont des habitudes, puis spécifiquement dans un restaurant de spécialité comme le vôtre, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut son nigiri d'une certaine manière, et puis qui vient là, il y a une attente, de qualité. Ça, c'est clair, hein, tu sais, quand il arrive chez vous. Puis, fait que c'est sûr que je peux comprendre que les gens ont puis c'est normal pour un client d'arriver comme ça, tu sais, de dire, puis mes beaux-parents, il n'y a pas longtemps, la pizza, on commande toujours la pizza à la même place, puis à un moment donné, mon beau-père a dit, ils ont changé quelque chose. Ah ouais, moi, hein? j'ai pas remarqué, honnêtement. Là. Mais lui, puis comme de fait, ils ont changé quelque chose. C'est fou, parce hein? qu'il mangeait toujours la même pizza à la même place, Ouais. puis c'est capable de vraiment... Fait que j'imagine que vous vivez le même défi des fois. Là, Oui, puis encore plus justement dans les sushis. Parce que les gens, c'est ça. Parce que sushi, maintenant, tu peux en manger à l'épicerie, tu peux en manger sur le coin de la rue, tu peux en manger partout. Même tu peux aller chez quelqu'un puis la personne en fait. Sushi, je pense que c'est rendu présent partout. Mais tu vas manger à une telle place pour exemple, pour leur gunkan ou tel maki. Les gens ont des préférences, puis les gens, quand ils vont quelque part, ils ont des attentes, puis c'est correct. Mais c'est ça. Sushi, je pense que chacun a sa spécialité dans chaque sushi. De même, à partir de la sauce, là. Nous, on prend la sauce Kikkoman, qui est la sauce japonaise depuis des années, puis on la prend, elle est pure et tout ça. Il y en a qui vont la diluer, soit la couper parce que c'est trop salé. Il y en a qui vont mettre du sucre. Donc, tu sais, rendu là, il y a tellement... Ça a tellement évolué, puis tout le monde a tellement mis leur touche maintenant que je comprends que les gens vont les manger à telle place. Pour eux, c'est la vraie façon de les manger. Puis c'est ça qui fait que chaque restaurant se distingue. Puis je trouve tellement qu'il y a tellement de restaurants de sushi, mais il y en a tellement des bons, puis il y en a beaucoup qui sont populaires. Parce que moi-même, je mange les sushis ailleurs parce que j'adore les sushis. Ah, c'est bon, ça. Vraiment. Puis même mon père, là, il y a quelques restaurants ici à Québec, il dit c'est bon. Même lui, il est capable de le dire. Là. Hey, ça, oui, c'est vraiment. approuvé par papa.
Ouais, c'est comme une C'est étoile approuvé. Michelin, ça, là. Oui, c'est ça. Bon. Puis combien de temps, parce que c'est comme on dit, c'est très précis. Combien de temps ça prend pour un employé d'être autonome? Pour les sushis, Ouais. je vous dirais là que honnêtement, un vrai sushiman, si on prenait la base comme au Japon, jusqu'à l'université là, pour devenir un vrai sushiman. Là. C'est vraiment un métier qui s'apprend, que tu t'en vas à l'université pour devenir un vrai chef. Et ça va jusqu'à la coupe de poisson. Puis ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont se rendre là. Les gens qui passent chez nous, ça va être vraiment des rouleurs de maquis. Donc, tu sais, plus au niveau du roulage. Mais tu sais, vraiment ceux qui coupent le poisson, j'en ai pas beaucoup. Puis ça, ben ça prend, c'est des mois et des mois. Là. Oui, exactement. Pour être autonome au niveau des maquis, là, quelqu'un qui atteint une bonne vitesse puis qui maîtrise bien les recettes, là, qui a une bonne formation, je vous dirais, là, après 1 mois et demi, peut devenir autonome. 1 mois et demi, Okay. c'est réaliste s'il fait quelques heures par semaine. C'est sûr qu'à coup de je dirais 2 chefs en montant 2-3 chefs, mais quelqu'un qui est temps partiel, ça pourrait prendre jusqu'à 2-3 mois avant d'être vraiment autonome puis d'atteindre une vitesse. Mais je dirais là, ça requiert là, c'est ça, 1 mois et demi à 3 mois pour devenir autonome. 1 mois et demi si t'es temps plein, 3 mois le double, exemple. C'est le nombre d'heures Mais pour couper les poissons tout ça, là, on n'en a pas amené beaucoup là, à atteindre ce niveau-là. Là. Même moi, celui qui est le rendu là, c'est toujours le chef exécutif, il est encore là, puis c'est le seul qui touche aux poissons parce que justement, ça prend vraiment beaucoup d'expérience pour. Wow. C'est fou là, pour trancher des poissons, là, vraiment d'une façon vraiment égale, dans le bon sens, la bonne épaisseur, la belle coupe, sans le défaire, parce que du poisson, c'est quand même assez... la chair peut être plus... assez friable, là, c'est ça. Exactement, pour que ça reste beau, parce qu'il faut que ça reste beau. Donc, pour vraiment faire des belles pièces comme ça, il y a une personne qui touche à ça au restaurant, puis c'est le même qui est là depuis 22 ans. Là. On revient à l'esthétique. Tu parlais tantôt de l'esthétique des sushis. Là, on parle des gens qui s'attendent à avoir un peu leur assiette un peu de la même façon, mettons, que la dernière fois, mais on parle du goût, mais on parle aussi beaucoup de l'esthétique. Tu l'as dit tantôt, là. T'sais, des fois, on faisait des farces un peu avec la largeur du morceau de cocombe tantôt, mais si les maquis sont plus petits, me semble, lui, il est moins beau, me semble. C'est tout ça. C'est ça, hein, tu dois en entendre de c'est toutes tout les... ça, oui. Ou le riz trop écrasé, puis tout. C'est toutes des choses, c'est vraiment des détails, mais c'est ça qui fait que au final, ça a un impact. Si le concombre n'est pas bien coupé, c'est les bâtons, on appelle ça des bâtons de saumon, mais les filets de saumon, quand ils les coupent pour mettre dans les maquis, si c'est pas de la bonne grosseur, ça se voit. Oui, puis ça peut changer le goût aussi, si la quantité n'est pas la même. Exactement. Puis le riz, c'est la base, le riz. C'est clair. Mais on dit qu'une fois sur 10, un chef peut manquer son riz. C'est ça, quand même. Même si des cocottes à riz, il y a comme une espèce de probabilité là, qu'à un moment donné, on l'échappe. Ouais. Même un bon chef d'expérience, bien équipé, bien outillé. Ça me rassure. Ça te rassure, Mike. C'est comme ça, là, c'est une équation. Puis c'est tu diras ça à ta blonde ce soir, Mike, là, c'est ça? C'est pas les mêmes stats. Dans mon cas, là, non. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes stats. Aussi, un ingrédient qu'on pense pas, mais qui est tellement important dans les maquis, justement, c'est l'avocat. Tu sais, l'avocat, moindrement qu'il est dur, c'est pas mangeable. Puis s'il noircit, ben c'est pas beau, puis c'est pas bon. Donc, ça, c'est tout qu'un défi. Non, c'est vrai. La fenêtre n'est pas grande. Elle n'est pas grande, puis... C'est pas vous en donné. pensez beaucoup, là. On en parle. C'est ça, puis c'est dispendieux, ça aussi. Fait que les avocats, là, c'est le marché, je vous dirais, là, que ces temps-ci, là, longtemps, là, je me suis dit, c'est l'ingrédient qu'on a le plus de besoin, puis c'est un marché assez incroyable, comme on dit, là, tu sais, les avocats, les meilleurs viennent du Mexique, puis c'est vraiment, c'est des saisons, puis c'est vraiment précis, puis un avocat, une caisse d'avocats, exemple, je vous donne un exemple, une caisse d'avocats, exemple de 20, c'est 20 $, mais à un moment donné, durant l'année, pendant plusieurs semaines, cette même caisse d'avocats-là, la même quantité coûte le double, coûte 40. Quand même, il faut pas trop que tu en gaspilles, c'est ça. Fait qu'il faut pas que tu en gaspilles, puis tu peux pas les slicer plus minces pour dire, OK, j'ai mis de l'avocat, le client va s'en rendre compte. Ben oui. Donc, c'est ça, fait qu'il y a des ingrédients, des fois, là, vraiment, là, ça peut vraiment monter, descendre et tout ça, mais c'est un ingrédient qui est nécessaire. Ça fait partie vraiment d'une base, un incontournable, exactement. Puis, as-tu besoin des fois, parler des avocats, as-tu besoin des fois des faire mûrir un peu? Tu sais, il arrive-tu toujours? Oui, hein, il arrive. Non, il arrive dur comme des balles. C'est ça, il arrive pas tout le temps à même.
Non, puis je vous dirais là, que je m'en viens pas pire. C'est moi qui fais la rotation des avocats. On a tout qu'un système, là, puis différents paliers, là. Fait que là, les balles, ils vont dans telle chambre où que la température est plus chaude. Puis là, quand ils s'en viennent pas pire, on les met dans une autre chambre. Puis là, quand, oups, ça s'en vient beau, faut les mettre dans le froid pour stopper le processus, là, qui mûrisse. Fait que, oh oui, on a plusieurs étapes. Fait qu'on se parle. Puis sont où les balles? Les balles sont à telle place. J'ai mis les autres, là. Puis on rit souvent, mais c'est tout ça qui fait qu'on arrive à avoir le nombre d'avocats qu'on a besoin. Fait que tu t'en viens experte des avocats, entre autres choses. Là. Mais moi, je pense que si tu écris un livre, là, je vais l'acheter là, parce que j'ai l'impression des fois j'achète 10 avocats puis j'en trouve un qui est comme parfait. Là, sinon, les autres, il y a toujours quelque chose qui marche pas. C'est vraiment trop dur, trop trop brun. Écoute, la fenêtre est tellement étroite. Là, exactement. Donc, si tu écris un livre, je vais l'acheter. Là, tu es à l'épicerie, il a l'air correct, lui, t'arrives pas pantoute. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, puis tu l'ouvres, puis t'en perds la moitié. C'est ça. Il y a tellement... Mais je vous dis, les avocats, là, on se trompe pas avec les dents de manuel du Mexique. Tant que tu restes experte dans ce genre d'avocat-là et non dans l'autre, déjà, ça va coûter beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. On va rester avec les dents de manuel. Un petit clin d'œil à Yves Picard, là, de notre... Oui, un ancien épisode avec Yves, c'est ça. Les avocats qui restent tout le temps chers, ça dépend pas. Ça varie pas de prendre dans les saisons. Ça ne dépend pas des saisons en ce moment. Excuse-la, Yves. On parlait tout à l'heure, tu disais, justement, quand on parlait de l'intégration des nouveaux, l'accueil des nouveaux, tu disais, après un certain temps, je leur demande comment ça a été, comment ils ont vu ça, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place de façon, je dirais, assez permanente avec tes employés, c'est-à-dire de leur parler une fois de temps en temps? Tu sais, un restaurant, on imagine, tu es toujours dans le rush, tu es tout le temps 1000 affaires à faire. Mm-hmm. Est-ce que tu prends un moment, à un moment donné, des fois, pour t'asseoir avec quelqu'un en dehors du travail ou en tout cas en dehors d'une période de rush pour faire un petit suivi sur comment ça va? Y a-t-il des choses que la personne pourrait améliorer ou que toi, tu pourrais l'aider un peu plus? Est-ce que tu as ce genre de suivi-là? Bien, c'est drôle que tu en parles parce que c'est vraiment ce que je fais. Je suis très proche de mes employés, puis j'aime ça du one-on-one. Je sais que les meetings sont importants. J'en fais pas by the book à tous les mois. Un meeting d'équipe, mettons, tu parles? Un meeting avec l'équipe, OK. Je dirais peut-être 2 fois par année, à peu près aux 6 mois pour faire un refresh. Mais je trouve tellement que le one-on-one, je le fais plus souvent. Je vais prendre vraiment le temps de parler à la personne directement, soit pour reprendre quelque chose après un chiffre ou avant un chiffre, ou vraiment pour savoir, bon, est-ce que tu aimes ça? Puis, tu sais, ma première question, c'est vraiment, est-ce que tu aimes ça? Tu sais, c'est important. Parce que si la personne elle me dit que je sens qu'elle n'est pas bien, bien, je pense qu'en partant, pas que ça sert à rien, mais je pense qu'il faut que tu sois heureux où ce que tu travailles. Puis si la personne n'est pas bien ou elle ne se sent pas épaulée ou elle ne sent pas qu'elle fait partie du team, je trouverais ça triste de garder... je me dis que pour du long terme, c'est plus difficile en ce temps-là. Fait que oui, je le fais. Je prends vraiment chaque personne. Puis je dis toujours à mes employés, si tu as quelque chose à dire, gêne-toi pas. Puis les employés savent, là, ils peuvent me texter, m'envoyer un message vocal, mais on a un groupe Facebook, on se parle. Fait que j'essaie vraiment de me mettre vraiment disponible pour tout, que ce soit positif ou négatif, là, pour créer vraiment un lien. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Okay. Je pense que je fais pas mal le tour de chaque employé. Puis parce que moi, le côté humain est important. Là. C'est vraiment la base. Puis mon père a toujours été comme ça. Mon père a jamais été le patron de quelqu'un ou le boss. Là. Mon père, jamais. Là. Il a toujours été très, très low profile. Puis vraiment, il se met au niveau. Lui, c'est pas... Tu cours, tu nettoies pendant que moi je suis assis puis je sirote mon café, là, jamais, là. Donc, c'est une image que je garde de lui puis je trouve que c'est sage puis c'est bien. Ouais. Parce que je trouve que c'est bien d'être exemplaire. Tu sais, c'est bien beau de donner des directives et tout, mais je pense que tu as plus d'impact quand que par tes actions, tu montres. C'est ça, puis c'est le genre de relation que j'entretiens avec mes employés puis que je trouve importante aussi. J'ai une question, parce que ça fait vraiment longtemps que tu es dans le domaine, donc tu as vu les générations passer un petit peu. Hein? J'ai vu. Puis, tu sais, je me pose souvent la question parce qu'on en parle, hein, l'évolution des générations puis les nouvelles générations. C'est-tu vrai, ça, que les nouvelles générations, il faut vraiment que tu les gères différemment ou c'est juste que ce sont des jeunes, donc les jeunes ont toujours été différents? Comment tu perçois ça, toi? Est-ce que tu vois une grosse différence? Oui, il y a une grosse différence. Oui. Oui. Les gens ne vont plus au restaurant comme avant. Les gens, avant, ils allaient au restaurant parce qu'ils faisaient garder leurs enfants. Ils avaient besoin d'un moment, puis souvent, pour jaser, prendre un moment de détente et tout. Maintenant, c'est beaucoup... si je regarde vite fait...
c'est beaucoup des rassemblements. Tu sais, les gens, les jeunes, la clientèle jeune, c'est vraiment pour, tu sais, sortir, boire, puis fêter, puis tout ça. Et la clientèle jeune, c'est une belle clientèle, c'est une clientèle qui dépense beaucoup. C'est fou. Les jeunes ont de l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout. Tu sais, moi, je veux dire, à 15-16 ans, j'allais pas manger au restaurant comme les jeunes maintenant. Mais les jeunes, maintenant, ils vont manger au restaurant. Ils ont toutes leurs cartes de débit. Ils ont tous leurs moyens de paiement. Ils ont plus accès à l'argent. Hein. Pas nécessairement parce qu'ils travaillent, sûrement parce que sont plus gâtés. On a des générations d'enfants plus gâtés. Moins d'enfants dans les familles aussi. Oui, exactement. Moins d'enfants dans les familles. Mais c'est une belle clientèle... Ou ce qu'on a, mais oui, c'est différent. Les gens, c'est ça. Les gens vont au restaurant maintenant, les gens vont dépenser, c'est pour sortir, les fêtes, les rassemblements, c'est important. La totale, là, les gens, ils viennent, puis ils veulent décorer le restaurant, puis ils amènent les gros champagnes, puis oui, c'est ça. Oui, je trouve que les gens dépensent différemment qu'avant. Oui. Tandis que la clientèle plus vieille, ben, eux autres viennent vraiment pour manger, pour passer un moment. Mais c'est comme les gens plus du premier service. Ça, on voit, ça évolue durant la soirée. Premier service, là, on voit là, les personnes qui viennent manger plus. Puis t'as la clientèle là, qui sont là, comme Steven, là, depuis une vingtaine d'années, qui viennent manger, qui sont fidèles. Fait que Steven fait partie de la clientèle plus âgée, c'est ça que j'ai compris. Non, je veux juste mettre les choses en perspective. Oui, deuxième service moi, je suis encore. deuxième. Tu vois. Lui, il est encore au deuxième service. Je suis sûr de comprendre. Mais, c'est bon. On fait partie de ceux qui fêtent encore un peu. Qui fêtent encore, mais qui viennent vraiment manger parce que je pense que c'est l'expérience hein, que tu connais depuis. Puis... Oui, vraiment. Là, puis tu parles justement de rassemblement. Tu sais, on y va souvent juste en couple, mais on y va aussi de temps en temps ben avec des amis en plus grosse gang. Ouais. Tu sais, vos petits salons sont tellement le fun, les petits salons isolés. Là, je trouve que c'est festif. C'est vrai. Festif comme ça place, fait partie de l'expérience. Ouais, oui. Ouais. Tu sais, d'être assis, là, table basse, là, ça fait très japonais. C'est le salon tataki. Là. Ouais, c'est cute en même temps. J'ai le bon terme, tataki? Tatami. J'ai dit, mais ça me semble c'est pas ça. Les salons tatami. Tataki, c'est l'autre affaire. Tu c'est le ton. Les tatamis. En disant, j'ai fait, non, c'est pas ça. On comprend, Steven, tu n'as pas été souvent, on comprend que ça soit difficile. Il est allé trop souvent. Salon tataki, ouais, vraiment bonne celle-là. Est-ce que vous êtes plusieurs membres de la famille qui gravitent autour du restaurant présentement? Ben non, là maintenant il reste moi puis mon conjoint maintenant. Puis j'ai un de mes frères qui aide encore, mais qui est aux études aussi. C'est le petit dernier, le sienne. Mais sinon les autres là, tout le monde a leur vie, leur carrière et tout. Puis c'est bien correct parce qu'ils ont eu la chance de tous travailler. Ils ont décidé là de pas rester dans le restaurant là parce qu'ils voulaient voir d'autres choses. Puis je suis contente pour eux autres parce que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que tu sois passionné. Vraiment. Vraiment. Puis si tu l'es pas, ben ce qui arrive, c'est que tu te renouvelles pas, puis ça peut faire que tu pourrais perdre un peu, hein, puis les clients aussi. Puis on n'a pas le choix. Tu sais, comme là, on entame des travaux que je voulais depuis longtemps, mais que j'hésitais. Mais avec la COVID, ça m'a donné... vraiment une autre vision. Donc, on va changer un peu notre modèle d'affaires, là, justement pour s'adapter présentement à la situation. Les gens, là, on veut doubler la cuisine de production pour diminuer la salle à manger parce qu'il y a vraiment une demande au niveau des plats. Les gens sortent moins la semaine. Les gens ont moins de temps. Le take-out, le prêt-à-manger, ça fait partie des gens maintenant, puis encore plus depuis la COVID. Donc, on va pousser un peu là-dessus. On va garder quand même notre côté salon, justement, qui est notre côté plus... Les salons tataki. Les salons tataki. Donc, nos petits tatamis là, qui sont vraiment prisés. Là. Donc, on va garder ce petit côté-là qui est vraiment plus japonais, qui est plus festif aussi. Notre bar à sushi, évidemment. Puis, on va diminuer la salle à manger pour pouvoir agrandir notre cuisine là, ouais, ça va être le fun, oui. Est-ce que tu as commencé à en parler un petit peu à certaines personnes? Comment tu vois un peu la réaction c'est-tu quelque chose qui te préoccupe, la réaction des gens? Ou, ça fait quand même 37 ans que vous êtes là. Exactement. Ah, dans le temps de ton père, c'était pas comme ça? Ou, j'ai tellement entendu de choses que maintenant, non, au contraire. L'année passée, juste avant la COVID, si tu m'avais parlé, là, j'aurais... Puis les plans sont faits depuis avant la COVID, c'est ça le pire, hein? Les plans sont faits depuis... C'est déjà quelque chose que tu avais en tête, là. Oh, oui, puis que j'avais juste peur de faire le move, comme on dirait. Mais je pense que c'est ça. Je pense que en tant qu'humain, maintenant, je comprends que c'est ça qui nous paralyse, c'est la peur. Puis il faut pas. Parce que
je sais ce que je veux, je suis capable de me l'imaginer, puis j'ai vraiment l'impression que ça va apporter un plus. Je pense que possiblement que ça va choquer une certaine partie de la clientèle, choquer dans le sens que les gens comprendront pas pourquoi on veut faire un changement et tout, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, premièrement, pratico-pratique. La cuisine était trop petite. On se rend compte qu'il y a vraiment un manque au niveau de la cuisine. Et maintenant, avec tout, on se rend compte qu'une grande salle à manger à moitié pleine la semaine, c'est pas tant ce qui va être rentable pour nous. Donc, si on regarde au niveau affaires, ça serait un bon changement à faire. Et en même temps, on n'enlève pas ce qui était populaire, les salons, le côté du sushi et tout. Donc, on va juste améliorer en l'expérience des gens. Là. Justement, oui, la salle elle va être plus petite, mais c'est correct parce que on va être encore sur réservation. Les gens vont pouvoir venir manger. Ça serait peut-être juste de se prévoir un peu plus à l'avance. Mais je pense qu'on n'enlève pas vraiment grand-chose. Là. Je pense que ça va être beaucoup, ça va être plus que ça. Puis maintenant, on se rend compte aussi avec la pandémie, tout ce qui est arrivé, c'est que on n'est pas à l'abri de rien. Puis une grande salle à manger, c'est beaucoup de gestion au niveau du staff, au niveau de beaucoup de choses. Donc, en ayant une salle plus réduite, on va être plus en contrôle aussi. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise là. Mais il y a probablement plusieurs restaurateurs qui ont eu cette même réflexion-là. Oui. Écoute, dans le contexte de la pandémie, là, il me semble que j'aurais un pied carré un petit peu moins grand, là, où j'aurais plus de place à faire du take-out, où je serais organisé différemment. C'est sûr que tu n'es pas la seule à avoir. Hein, il doit y avoir plein de monde qui ont eu ces mêmes réflexions-là. Là. Oui, puis tu sais, je pense aussi le fait que, tu sais, on se le cachera pas, là. Nous autres, on vit beaucoup exemple le midi, là, avec les fonctionnaires, avec la colline parlementaire et tout. Donc, au niveau du télétravail, ça a tellement changé qu'il va y avoir beaucoup moins de monde en ville. Pour les heures du midi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que peut-être que notre salle à manger serait trop grande. Mais si on est capable de desservir justement plus de prêt-à-manger ou de faire plus de livraison, ça pourrait changer la donne pour nous. Et les gens maintenant les gens manquent de temps, les gens sont de plus en plus pressés, mais tout le monde a besoin de manger. Mais si on est capable quand même de combler ce besoin-là plus rapidement, donc c'est vraiment au niveau de la cuisine de production. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un bon move qu'on fait là. Avant, nos heures d'ouverture étaient de 11h à 2h. On fermait de 2h à 5h. En fait, on reprenait de 5h jusqu'à... Bon, ça pouvait aller jusqu'à 10h la semaine, puis minuit la fin de semaine. Je suis plus certaine de vouloir vivre ça, là, travailler là, jusqu'à minuit, 1h. J'ai goûté à d'autres choses, puis avec la vie familiale et tout. Donc, je pense que d'ouvrir en continu, d'avoir un concept plus de, exemple, 11h le matin jusqu'à 9h le soir ou 10h la fin de semaine, c'est plus intéressant pour nous. Donc, le 2 à 5, on était fermé, mais on pourrait aller chercher justement le volume de gens justement qui soit qui vont chercher leurs enfants à l'école ou qui vont sortir, tant qu'elle est à l'épicerie, on va aller chercher une boîte de sushi ou on va aller chercher un repas, faire le take-out. Dans le fond, dans l'après-midi. Je pense que ça pourrait être une heure qui pourrait être beaucoup plus optimale que de rester là ouvert de 9h à minuit. Là. Donc, on a vraiment revu notre modèle d'affaires, puis on pense que ça aurait vraiment du sens pour nous, puis on veut s'en aller vers ça, là, avoir plus de temps. Mais pas moins travailler. Le but, c'était pas de moins travailler, mais c'est d'avoir plus de temps, là, une heure plus normale aussi. Donc, c'est ça. Puis on s'est rendu compte, c'est ça, le 2h à 5h, là, on perdait beaucoup d'heures, là, justement, durant ce temps-là, là. Les chefs, ils restaient pour faire la préparation, fait qu'on s'est dit, pourquoi pas juste débarrer la porte puis être accessible. Tu sais, on s'est dit, le staff continue à travailler, anyways, là. Donc, c'est un bon point. C'est un bon point. Ben, c'est tout ça qui a fait la pandémie, nous a permis de ralentir puis de voir un peu ce qu'on n'aurait jamais eu la chance de regarder. Mais effectivement, on n'aurait jamais pensé de continuer à survivre juste en take-out. Puis, on a compris que c'était possible. Puis que la demande est là. C'est là que la période de la pandémie, on en parlait un petit peu l'autre fois quand on s'est croisés, Martha, ça a comme été une espèce de laboratoire, en tout cas une grosse preuve de concept. Moi, je travaille aussi dans le domaine des technologies, puis des fois, on appelle ça une preuve de concept. On teste quelque chose, on regarde si ce qu'on a en tête, ça marche. Mais là, tu as comme eu un an pour voir que ton modèle peut marcher. Là. Puis quand on a fermé 5 semaines au début de la pandémie, là, quand ils ont dit que tout fermait, là, en fait, quand ils ont dit que les restaurants tombaient à 50%,
Ça, c'était un dimanche. Puis le mardi, on a dit, OK, on va ouvrir. On a eu la pire journée catastrophique de toute la journée du Tokyo. Puis on a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, on a dit, OK, on ferme. On peut pas vivre de même parce que nous autres, pour ouvrir, là, c'est 2 cuisiniers, 2 sushimans, 2 serveurs. Fait que c'est 6 employés que tu mets la clé dans la porte à 9 h du matin jusqu'à 10, 11 h le soir. On s'est dit, ben non, on peut pas vivre comme ça. On a décidé de fermer. Pendant 5 semaines, c'était comme la fin du monde. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Puis on s'est regardé, moi, mon père puis mon conjoint, ben moi puis mon chum, en fait. Puis après ça, je disais à mon père, je vais essayer d'ouvrir. Puis mon père, il a dit vraiment un chiffre, là, vous pouvez même pas vous imaginer. Il dit, garde, si au moins tu fais ça, c'est mieux que rien parce que tu mets deux chefs, puis moi puis mon chum, on se considère comme, disons, on se dit qu'on se verse pas de salaire, on paye 2 cuisiniers. On a ouvert après 5 semaines un dimanche. Ça a été fou. Ah oui. Puis on s'est dit, OK, il y a vraiment du monde qui s'ennuie de nos sushis. Puis la semaine d'après, là, c'était reparti. Là, on était 4, on était 7 employés. Ouais, Okay? ouais. Wow. Ce qui est le fun, ce qu'on se dit, c'est qu'on n'était pas juste une place où ce que les gens venaient manger, soit parce qu'on était apporté votre vin, soit parce qu'on avait des salons, soit qu'on était proche, exemple, de la Grande Allée, les gens sortaient après. C'est qu'on a vraiment une clientèle qui voulait manger notre nourriture. Ouais. Puis ça, là, je pense que c'est wow. De savoir là, que les gens continuent à venir manger, même si c'est dans une boîte, puis d'être fidèles, puis que pendant 1 an comme ça, là, c'est vraiment... Là... Ça, comme entrepreneur, ça doit tellement venir te chercher parce que... Ah, ça vient c'est touchant. Dans un contexte ouais. de période trouble qu'on connaît depuis 1 an dans plein de domaines, Ouais. ça doit quand même être... Puis là, ça va être des méchants défis parce que, tu sais, vous avez fait une grande période sans take-out, là, que du take-out. Puis là, tantôt, c'est le modèle hybride qui s'en vient. Là. Le modèle hybride qui s'en vient. Écoute, Martha, on arrive pas mal vers la fin de la rencontre. Ça a été vraiment super le fun, super Merci intéressant. J'aimerais ça te poser la question. Ça fait quelques minutes qu'on parle de vos nouveaux projets, les plans que vous avez en tête. Si je te demande de te projeter dans 5 ans, là, comment tu vois le Tokyo? Où tu vois ton entreprise dans 5 ans? Dans 5 ans, ben c'est sûr que j'espère qu'elle va être aussi populaire. J'espère qu'on va être encore à notre niveau. Ce que je souhaite surtout, c'est que les clients vont embarquer dans notre nouveau projet. Que les clients vont nous suivre parce que dans le fond, on reste le Tokyo. On va rester le Tokyo dans le sens que ça va être les mêmes menus et tout, un peu améliorés. Mais on veut se spécialiser. On a envie d'amener du bon saké. Donc, on veut se spécialiser dans le saké. Ça va être quelque chose qu'on va essayer de développer. Ça sera plus d'apporter votre vin, donc je l'annonce officiellement. On a une primeur. Vous avez une primeur. On va changer notre permis pour pouvoir servir parce qu'on pense qu'il y a une place vraiment pour l'accord des sushis avec du saké, du bon saké de qualité. Tu serais surpris, là. Vous serez surpris, là, comment il y a du bon saké vraiment, là, du Japon. Fait qu'on va essayer d'exploiter ça au maximum. Des bières importées aussi. Oh, OK. Oui, donc on regarde pour ça. Peut-être pas, ce sera peut-être pas la grande carte non plus, mais on veut vraiment essayer d'offrir du bon saké de qualité. Fait que avec un nouveau menu en gardant notre ancien menu aussi. Puis ça va être ça pour le nouveau Tokyo. Ah, c'est bien. On va aller tester avec j'ai plaisir. faim, là. J'ai faim, j'ai soif. Là. On va aller tester la carte avec plaisir, la nouvelle carte. Puis ça va être le fun. Ça va être un petit vent de fraîcheur. Puis on va rester comme on est, là. On veut rester authentique. Pas trop de flafla, pas trop de... Tu sais, les gens vont pouvoir continuer à venir manger ce qu'on a toujours servi. Puis on veut faire découvrir le saké à un prix abordable aussi, là, pour que les gens là, vraiment expérimentent vraiment notre culture à nous qui est saké et sushi. Très intéressant. On a vraiment hâte. Tu nous as donné le goût d'y aller, ça c'est sûr. Ça va nous faire plaisir. Ouais, merci beaucoup pour ton honnêteté. Puis c'est très personnel. Hein. On a parlé de ton entreprise familiale, tout ça. Puis tu as été très honnête et très candide. Puis ça a été une belle histoire. Là. Ça a passé très vite. Là. Moi, j'étais fasciné. Puis merci. J'ai juste hâte d'y retourner. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci pour votre temps. Oui, merci beaucoup, Martha. L'invitation. À bientôt. Merci d'avoir été là pour cette rencontre. Ça a été très intéressant. Merci à Martha.
On vous invite à vous rendre au garneauferland.ca pour en savoir plus sur nos prochaines aventures et aussi à vous abonner à notre infolette pour tout savoir. Merci, à bientôt.